heureuse de vous retrouver encore une fois ce matin pour votre matinale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Selon un rapport publié hier par l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch, les rebelles du M23 ont tué 140 civils dans l'est de la RDC le mois dernier. Ce rapport révèle que ces civils ont été tués à coups de fusil et de machettes. Autre détail avec Oscar Mbalkaïj. C'est un rapport accablant publié par l'Organisation des droits de l'homme Human Rights Watch sur le massacre des civils dans les zones sous occupation par le M23 AFC. Téné, les groupes armés M23 contrôlés par le Rwanda a exécuté seulement des civils, majoritairement des Hutus, dans au moins 14 villages et petites communautés agricoles en juillet 2025, près du parc national de Virunga, a déclaré ce mercredi 20 août 2025 Human Rights Watch. Selon cette organisation non gouvernementale, les personnes sur le territoire des Rutshuru pourraient dépasser les 300 victimes, représentant une des pires atrocités commises par le M23 depuis sa résurgence fin 2021, indique ces rapports. Et Human Rights Watch de poursuivre, des témoignages des sources militaires et l'ONU indiquent que l'armée rwandaise et les forces rwandaises de défense étaient aussi impliquées dans les opérations du M23. Mais déjà, les hôpitaux de Goma sont débordés de victimes, dit l'ONU, et des cadavres jonchent les rues de la ville. La plupart des victimes, dont au moins 48 femmes et 19 enfants, étaient des agriculteurs locaux qui campaient dans leurs champs. Nous avons documenté de nombreuses attaques dans les provinces du Nord Kivu. Toutes les attaques contre les civils doivent cesser immédiatement et tous les responsables doivent rendre des comptes. Et Human Rights Watch de proposer, je cite, les conseils de sécurité de l'ONU ainsi que le gouvernement devraient imposer de nouvelles sanctions aux responsables d'abus graves et veiller à ce que les commandants impliqués dans les crimes de guerre soient traduits en justice. Fin de citation. Retenez que des enquêtes ont été menées entre mai et août 2025. Human Rights Watch a eu des entretiens téléphoniques avec 36 personnes, dont 25 témoins, ainsi que des activistes locaux, des travailleurs médicaux, des sources militaires, du personnel des Nations Unies et d'autres sources informées. Une délégation du parti politique Ensemble pour la République reçue hier au ministère de l'Intérieur par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Cette interpellation fait suite au récent rapport du groupe des experts des Nations Unies sur un prétendu rapprochement du leader du parti, Moïse Katumbi, avec le rebelle du M23. L'exécutif de l'opposition était invité pour clarifier l'autorité en charge de la gestion de partis politiques sur les récents rapports du groupe des experts des Nations Unies du 3 juillet 2025 adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies par les groupes d'experts sur la République démocratique du Congo, évoquant des liens présumés entre les leaders d'Ensemble et le mouvement rebelle M23 AFC. Face à cette situation, les partis de Moïse Katumbi ont rejeté toute implication, affirmant n'a pas eu connaissance au préalable de ces rapports, qui du moins a été rendu public. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est que parce qu'il peut être vrai, un rapport est circulé. Mais la personne qui est mise en cause a droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Ces rapports des experts des Nations Unies citent explicitement l'ancien gouverneur du Katanga parmi les personnalités soupçonnées d'entretenir des rapprochements avec des forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est disons surpris par la gravité de ces révélations, les responsables d'Ensemble pour la République ont sollicité
du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Maître Louis Chabani, ait obtenu les temps pour eux d'avoir des éclaircissements sur ces dossiers. Entre diplomatie économique et sécurité régionale, Judith Suminwa Tuluka renforce les liens de la RDC à l'international. En visite au Japon, la chef du gouvernement multiplie des rencontres de missions stratégiques sous le signe de la coopération. En visite officielle au Japon, première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka s'est exprimée devant le caméra de la chaîne japonaise TV Tokyo. Nous avons des discussions qui sont en cours. Objectif, renforcer le lien économique entre la RDC et le Japon dans une dynamique de coopération équilibrée et durable. Nous avons un besoin de partager les connaissances qu'a le Japon aujourd'hui. Nous avons des terres arables importantes. Nous avons aussi d'énormes ressources hydriques. Et donc, avec ça, il est possible de pouvoir bénéficier notamment de l'expertise japonaise. Au côté projet, le barrage Inga 3 et des collaborations dans les secteurs miniers sont en discussion avec les institutions japonaises. Nous avons aussi des discussions en cours aujourd'hui entre une structure de la République démocratique du Congo, ADPI, qui s'occupe en fait de tout ce qui concerne le programme Inga avec le barrage hydroélectrique de Inga. Et donc des discussions sont en cours par rapport à Inga 3 pour voir comment le Japon pourrait collaborer dans ce cadre-là. Nous sommes à la recherche de partenaires pour pouvoir entrer dans le financement de ce grand programme de barrage hydroélectrique. Lors de la TICAD 9 à Yokohama, Judith Suminwa a rencontré plusieurs partenaires internationaux. Avec le HCR, elle a demandé une identification rigoureuse de réfugiés rapatriés afin d'éviter de nouvelles crises humanitaires. Enfin, avec le président angolais Joao Lourenço, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, a évoqué les enjeux sécuritaires dans la région, mais aussi l'approfondissement de relations économiques, notamment dans les hydrocarbures et la pêche. Projet de budget 2026 face aux partenaires techniques et financiers. Le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, rassure sur la rigueur et la transparence. La concertation tenue ce 20 août 2025 entre le vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito et les partenaires techniques et financiers de la RDC marque une étape significative dans le processus d'élaboration du budget 2026. Ce rendez-vous stratégique, organisé au centre financier de Kinshasa, s'inscrit dans une logique de transparence, de concertation et de redevabilité, des principes de plus en plus exigés par les bailleurs internationaux. La présence conjointe du ministre d'État au plan Guy Lanyembo et du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana témoigne de l'importance accordée à la coordination interinstitutionnelle dans la gestion des finances publiques. Les échanges ont mis en lumière une volonté manifeste du gouvernement de la République de travailler de concert avec les partenaires, non seulement pour boucler techniquement le projet de loi de finances, mais également pour asseoir une trajectoire budgétaire crédible et inclusive. Le vice-premier ministre nous a présenté la projection budgétaire pour 2026, avec naturellement un budget à la hausse, y incluant les recettes à la hausse, avec une perspective 2024-2028 de recettes qui doublerait la période précédente. Naturellement, en tant que partenaire, nous sommes là pour soutenir la RDC dans les réformes qu'elle conduit. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, est clair: renforcer la discipline budgétaire, accroître la mobilisation des recettes internes et orienter les dépenses vers des priorités économiques et sociales structurantes. Ces engagements traduisent un tournant dans la gouvernance des finances publiques où la rigueur ne s'oppose plus à la croissance, mais en devient un levier. Mobiliser des recettes financières et matérielles pour les réalisations des projets et programmes pour la protection
de l'environnement. Telle est la mission du Fonds d'intervention pour l'environnement dont les nouveaux membres du conseil d'administration et de la direction générale ont été présentés officiellement. Le Fonds d'intervention pour la protection de l'environnement FIP, bras financier du gouvernement congolais dans la lutte contre le changement climatique, est désormais au complet avec l'installation officielle de ses organes dirigeants. Les membres du conseil d'administration et la direction générale ont pris leurs fonctions lors d'une cérémonie placée sous le haut patronage de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo. Prenant la parole, la ministre Marie Nyangendambo a exhorté les deux organes du FIP à travailler en parfaite synergie pour servir l'intérêt de la population congolaise. Elle a insisté sur la nécessité d'une collaboration fluide avec les structures sous tutelle afin de renforcer la réponse nationale face aux défis climatiques, conformément à la vision de la RDC comme pays solution. Dans le même esprit, la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahatitito, a rappelé que la réussite du FIP dépendra de sa capacité à établir un lien fort entre ses financements et les résultats sur le terrain. Par ailleurs, le Solution internationale ne faiblit pas. L'ambassadeur des Émirats arabes unis, M. Anwar Otam, a réitéré la volonté de son pays de renforcer ses engagements dans le secteur environnemental congolais à l'issue d'un échange fructueux avec la ministre. Enfin, la société A16, représentée par son manager Jérémy Kim, a promis d'intensifier ses actions de plaidoyer en faveur des projets du ministère de l'Environnement. Une forte délégation de l'organisation a rencontré la ministre pour discuter des partenariats stratégiques au bénéfice des communautés locales. Parlons à présent infrastructure routière pour vous signaler la descente du ministre au département de gestion et matériel de l'Office de route. Eh bien, cette descente lui a permis de se faire une idée sur l'état d'avancement des travaux exécutés par l'Office de route. John Banza s'est ensuite entretenu avec le secrétaire général aux infrastructures. L'état d'avancement de chantier exécuté par l'Office des routes était présenté par le directeur général de cette entreprise au ministre John Banzalunda des infrastructures et travaux publics. À l'approche de la saison pluvieuse, le ministre tient à ce que les travaux de voirie sur les routes d'intérêt national s'exécutent avec célérité. Je suis venu ici pour palper du doigt le projet initié par M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'achat, d'acheminement et de pose de 305 ponts à travers la République. Nous avons 38 ponts qui sont déjà posés. Et le rapport que j'ai, c'est que c'est la première indépendance qu'un tel travail soit effectué totalement sur terrain avec l'Office de route. Donc ici, le mérite revient au Président de la République. Dans les soucis de palper le toutes les entreprises sous sa tutelle et son administration, il a conféré avec le secrétaire général et le président de la délégation syndicale. Prosper Béa a sollicité l'amélioration des conditions salariales, la promotion d'un dialogue social permanent et l'instauration d'un climat de confiance avec les partenaires sociaux afin de prévenir toute tension. De son côté, le secrétaire général Georges Nkoshi a insisté sur l'importance des suivis de l'évolution des travaux. Il a plaidé pour l'implication des ingénieurs dans la surveillance des travaux et pour une solution idoine aux agents omis sur la liste de paye. Le programme présidentiel de lutte contre la pauvreté dans son volet infrastructure transforme la ville de Kisangani dans la province de la Chopo. Le gouverneur de province a inspecté les travaux pour s'assurer du bon déroulement. En sa qualité de gardien des temples, Ley est le représentant légal de garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la Chopo. Le gouverneur de province, Paul Ndongoli Alebabonga Okelenge, inspecte les travaux de construction de routes urbaines exécutés dans la ville de Kisangani dans le cadre du programme présidentiel contre la pauvreté et les inégalités. L'objectif, s'inquérir d'avancement des travaux et d'évaluer la qualité des ouvrages. Les travaux de bétonnage sur l'avenue Cité Kawaling
dans la commune Makiso, 18e avenue Kabondo, la commune Kisangani, le stade Lumumba. Les choses avancent très bien, les travaux avancent et la vision du chef de l'État est en train d'être concrétisée à la Tchopo. Nous avons plus de 80 km de la voirie urbaine qui sera asphaltée. Mangobo est la commune la plus bénéficiaire parce qu'à Mangobo, il y a beaucoup de kilomètres qui sont pris en compte que partout. Il y a la route Segama, il y a vers D-D, il y a avenue des hôpitaux, il y a avenue Cabine. La modernisation des infrastructures routières et l'amélioration de l'éclairage public pour le bien-être des Tchopolais demeure un cheval de bataille du gouverneur de province de la Tchopo, Ponele Ndongoli et Babonga au Kelenge. Début hier de la 5e édition des épreuves certificatives nationales de fin de formation professionnelle. Au total, 34 600 candidats, dont 12 547 femmes, sont inscrits à travers le pays pour démontrer les compétences acquises. Le coup d'envoi des épreuves certificatives nationales des fins de formation professionnelle a été donné ce mercredi 20 août 2025, marquant la 5e édition de cet examen national. En déplacement au Japon pour la TICAD, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle s'est fait représenter par une délégation conduite par son directeur des cabinets, le secrétaire général et l'inspecteur général du secteur. Dans une tournée dans les centres Kin Ouest, Centre et Est, la délégation conduite par Révérend Midi a commencé par la commune Tambo au centre Boyokani, marquant le lancement officiel de ces épreuves qui ont eu lieu du 20 au 31 août 2025. Nous voulons aussi la formation professionnelle. Saïdi, avec à ses côtés Gisèle Kendelou, secrétaire général, et Valentin Mitendo, inspecteur général à la formation professionnelle, ont pris la direction de la commune de Lemba au centre Bolingo. Dans un tour de salle, les apprenants ont été encouragés à prendre au sérieux leur examen. C'est dans la commune de Matete, Kin Est, Itikamo, où ont été rassemblés les apprenants de centre de Matete et de la commune de Limete. Ici, une particularité est observée, la présence également des élèves en bleu et blanc et d'une école de formation. 3 jours ont suffi pour doter des connaissances nécessaires aux agents et cadres de la direction de la redevance de la radio-télévision nationale congolaise. On fait le point dans ce reportage. Cette formation a pour objectif de doter les agents et cadres de la direction de la redevance de la radio-télévision nationale congolaise des connaissances avant leur déploiement sur le terrain. L'assistant principal de Madame le directeur général de la RTNC, Didier Mbouy, a au nom de Madame Sylvie Elengue Niembo clôturé ses assises. Avec mes félicitations au directeur de la redevance et à tous les stagiaires, agents et cadres de la redevance, je déclare close la formation de mise à niveau des agents et cadres de la direction de la redevance. Merci. Pour les directeurs de la redevance, Philippe Lungo et Abouchiri, les gens qui sont censés mettre en œuvre la redevance doivent être capables de maîtriser d'abord le texte et les appliquer correctement. Parce que les agents et cadres de la direction de la redevance sont appelés d'être déployés en permanence sur le terrain et de produire des résultats escomptés dans la mise en œuvre de tous les actes générateurs de la redevance. Cette formation tombe à point nommé pour le bénéficiaire. Il s'avère toujours indispensable, l'important qui est une signature et non bien niveau. Ces renforcements de capacité des agents et cadres de la direction est une valeur ajoutée pour l'amélioration du travail au sein de cette direction. La réserve stratégique générale annonce une bouffée d'oxygène pour
Les ménages congolais, dans les jours à venir, mettra en vente un stock important de farine de maïs au prix social. La réserve générale, service spécialisé de la présidence de la République, chargée notamment de la constitution de stocks de produits dits stratégiques, vient d'annoncer une mesure qui retient l'attention. La mise en vente d'un stock important de sacs de farine de maïs de 25 kg au prix social, 35 000 francs congolais. Cette opération poursuit un double objectif. D'abord, renouveler le stock de maïs tout en le marché un produit de qualité. En effet, la farine de maïs, denrée de première nécessité, pèse lourd dans le panier de la ménagère et se retrouve souvent au centre de tensions sociales. En rendant ces produits accessibles à un prix inférieur à celui du marché, la réserve stratégique générale vient en aide à la population et s'inscrit dans la vision du président de la République, garantir la sécurité alimentaire des citoyens. Le projet PARP 3 sur la réforme de la police nationale congolaise avec la loi de programmation réalisée avec l'appui de l'Union européenne est arrivé à sa fin, nous dit Rodépanda. Ces deux derniers ateliers organisés conjointement avec le PNUD sur la réforme de la police nationale congolaise basée sur la loi de programmation, un projet qui est arrivé à terme, vaut le renforcement des capacités sur les mécanismes de suivi de l'exécution de cette loi pour l'exercice budgétaire 2026-2030 avec l'appui de l'Union européenne. Des avancées significatives ont été enregistrées avec le concours du Parlement, la société civile et les partenaires. Il faut donc sa matérialisation pour la sécurité humaine ainsi que la gouvernance du secteur de la sécurité en RDC. Faible financement de la réforme, absence et vétusté des équipements effectifs vieillissants et faible couverture géographique, c'est tout un paquet en nombre de défis à relever par la police. S'il y a déjà la volonté politique, cette loi en tout cas sera mise en œuvre et moi j'ai la ferme conviction que ça va passer. D'autant plus que c'est parmi les priorités que nous avons dans ce pays. C'est pourquoi nous, c'est déjà la sensibilisation auprès du gouvernement qui doit prendre ses responsabilités. Les différents orateurs nationaux et internationaux ont outillé les parlementaires sur les schémas à suivre, notamment des méthodes de gestion axées sur les résultats à appliquer dans le suivi de la loi de programmation. Des recommandations issues des échanges enrichis sont tombées dans l'unique but de s'assurer qu'en 2026, les fonds destinés à la réforme soient effectivement débloqués. C'est vraiment cette compte aujourd'hui les prennent à cœur et très au sérieux leur rôle et ils savent également qu'ils peuvent apporter pour avancer ce processus. Intégrer la loi de programmation dans la loi de finances, assurer le contrôle de l'exécution et l'utilisation des fonds, mais aussi le suivi des recommandations à différents niveaux. Cela permettra également d'accroître la recevabilité. Les professeurs de l'université de Kinshasa, membres de l'APUKIN, étaient en assemblée générale, une rencontre qui les a permis de faire la restitution des démarches engagées dans les dossiers véhicules, primes, inter et assurances. L'Assemblée générale ordinaire tenue par le corps professoral de l'Université de Kinshasa a eu pour objet l'accueil des nouveaux membres du comité exécutif de la PUKIN, la restitution des démarches engagées dans les dossiers véhicules, primes internes, assurances, santé et tant d'autres. Après débat et délibération huis clos, l'Assemblée a les résolutions suivantes. La PUKIN exige l'exécution concrète et immédiate des engagements sur les véhicules des professeurs, les paiements effectifs de la prime de recherche, l'intégration du solde au mois d'octobre 2025, la tenue dans un bref délai des travaux de la commission paritaire de suivi afin de fixer une fois pour toutes les barèmes applicables aux professeurs de la RDC. Par rapport aux problèmes internes de l'UNIKIN, après ce contrôle physique, la PUKIN exige l'éradication de tous les déserteurs et des fantômes académiques, scientifiques et administratifs des états de paix. Par ailleurs, PUKIN exige que les libérations
soit tenu immédiatement après chaque session pour éviter d'encourager les étudiants insolvables et retardataires. Puis il demande à ce que les débits mortuaires des professeurs soient exposés sans distinction devant les bâtiments administratifs. Concernant les civils, ces hommes de science comptent organiser un dispositif et déterminer à la primature dans les tout prochains jours. Si rien n'est fait dans l'entretemps, on a annoncé. Fin de ce journal réalisé par Ruben Kumbu et Mamita Bangoulou avec le concours technique d'Émile Zola, Jerry Mawassa et Joël Piangou. L'actualité revient à 13h30. Radio-Télévision nationale congolaise vous présente le championnat africain de nations de football CHAN 2024. Du samedi 2 août au samedi 30 août 2025, suivez et vivez la grande fête continentale du football africain sur la RTNC, la chaîne des grands événements, l'église au milieu du village. Tout le match CHAN 2024 en direct sur la mer de Chêne. Le CHAN 2024, une occasion à saisir absolument. Occasion pour assurer la promotion de vos produits et services, occasion de faire occasion d'entrer en contact avec vos clients actuels et à venir, occasion enfin de faire la publicité dans toute sa splendeur grâce à ces grands événements avec un tarif exceptionnel. La direction commerciale et marketing de la RTNC est à votre disposition. Nos délégués commerciaux viendront vers vous. Vous aussi, vous pouvez nous joindre. Contactez dès à présent nos structures commerciales et marketing au rez-de-chaussée du bâtiment TV, cité de la Voie du Bœuf, local 12, commune de Lingwala. CHAN 2024. Le football, le spectacle et les... Au cours de mes opérations minières,